Vous savez, les États-Unis et l'Iran se sont convenus pour un cessez-le-feu de 15 jours après l'expiration de l'ultimatum lancé par Donald Trump. 15 jours de cessez-le-feu, comment interpréter cela? On va analyser cela. Mesdames et messieurs, on parlera également de différentes crises à travers le monde et des conséquences en Afrique, sans pour autant oublier justement la prise de fonction de M. Swan. L'Américain James Swan est désormais le numéro 1 de la MONUSCO en RDC. Quelles conséquences cela peut avoir? Enfin, on parlera également de la libération de l'espace occupé par le Rwanda. Le Rwanda, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue d'occuper une bonne partie du territoire. Pourquoi ça traîne pendant que les États-Unis ont tapé du poing sur la table? Ils doivent quitter le Congo. Pourquoi ils traînent? Pourquoi ils occupent toujours le territoire congolais? En face de nous, M. Freddy Mulumba, que vous connaissez très bien, qui est avec nous encore une fois pour analyser les questions de l'heure. Bonjour M. Freddy Mulumba. Bonjour M. Dan. M. Freddy Mulumba, merci de répondre à notre invitation encore une fois. Mais d'entrée de jeu, comme d'habitude, vous avez prévu les questions, les clés de lecture. Exactement. Pour nos téléspectateurs. Oui, Dan, j'ai des ouvrages. Oui. Les premiers, c'est écrit par David Sanger. Je descends un peu les livres. New Cold Wars, la nouvelle guerre froide. Il est pas de l'analyse que comme la Chine monte en puissance, la Russie aussi venait d'attaquer l'Ukraine, on entre dans une situation, dans un environnement où il y a compétition entre grandes puissances. Et pour l'auteur, il pense que c'est le début de la nouvelle guerre froide qui va opposer d'un côté la Chine et la Russie, de l'autre côté l'Amérique et l'Occident. Mais il y a un deuxième ouvrage écrit par Michael Doyle, Cold Peace. Lui, au lieu de parler de la guerre froide, lui, il parle de la paix froide. Ça signifie que l'Amérique, la Chine, l'Amérique d'un côté avec l'Occident, la Chine avec la Russie vont s'affronter. Mais cette guerre froide sera différente de la première guerre froide. Pourquoi? Pendant la première guerre froide, l'Union soviétique ne faisait pas les affaires, il ne collaborait pas avec, ne discutait même pas avec l'Amérique. Donc il y avait des systèmes. Les systèmes soviétiques d'un côté avec leur proxy, de l'autre côté on a aussi l'Amérique avec leur proxy. Mais cette fois-ci, nous sommes dans une situation où, avec la mondialisation, l'Amérique, surtout la Chine, travaillent ensemble. Donc au lieu que ça soit comme la guerre froide, la première guerre froide, cette paix froide fera ce que la Chine et l'Amérique peuvent coopérer dans certains domaines, tels que le climat, mais ça ne nous empêche pas de s'affronter, donc de se battre, quoi. Donc, au lieu que ça soit comme dans la première guerre froide, parce que là c'était une séparation nette, mais cette fois-ci, il y a quand même une certaine relation entre la Chine et l'Amérique, donc ce qui fera que, au lieu qu'ils passent par des guerres chaudes, de l'affrontement militaire, ça pourra passer par des guerres par procuration. C'est ainsi que lui, il pense que ça sera une paix froide, mais la question sera beaucoup plus géoéconomique et non géopolitique. C'est ce que lui explique. Donc nous entrons dans un nouveau monde. Si nous parlons, si on parle de ça, c'est parce que nous, on a été victimes de la première guerre froide entre l'Union soviétique et l'Occident. Nous savons combien de personnes on a perdu, donc ont été assassinés, Lumumba, les Moulélé, beaucoup de gens ont été assassinés, des hommes politiques. Et on a connu beaucoup de rébellions pendant cette période, parce que c'était deux camps qui s'affrontaient. Ça, c'était beaucoup plus, je dirais, un peu politique, ou bien militaire.
Mais cette fois-ci, je pense qu'avec la nouvelle guerre froide, nouvelle paix froide, la Chine va affronter l'Amérique sur le plan économique et technologique. Pour nous, je pense que c'est surtout sur le contrôle des minéraux stratégiques. C'est là où il y aura un grand affrontement entre la Chine et le Congo. Mais je pense que ça débouchera peut-être par un compromis sur la question congolaise, parce que pour le moment, il n'y a que deux puissances. La Russie est presque exclue de l'espace congolais, mais la Chine est présente à travers les mines, et tout comme aussi l'Amérique est présente depuis 1884. Donc il y aura l'affrontement entre ces deux puissances, mais je pense qu'ils finiront par s'entendre, parce qu'ils ne vont pas faire la guerre pour le Congo, bien pour les Congolais. Hein, ils finiront par discuter, négocier et trouver un juste milieu où et la Chine et l'Amérique ont accès aux minéraux congolais. Maintenant, c'est à nous de savoir quelle est notre vision, qu'est-ce que nous voulons réellement. C'est là où la qualité, le problème de la qualité, l'élite intervient. Notre élite, c'est tellement médiocre, corrompue, elle est difficile dans ces conditions, si on ne l'a pas renouvelée, qu'on puisse rater cette chance que les Américains nous ont accordée, parce que le Congo était déjà parti. C'était fini, le Congo était déjà balkanisé, on attendait qu'on puisse dépêcher. Heureusement que les Américains sont intervenus aujourd'hui. Est-ce que les Congolais, les élites congolaises comprennent? Et que ce qui est un peu dramatique, c'est de voir que ces élites travaillent pour les intérêts étrangers, non pour les intérêts congolais. C'est là où on ne comprend pas. Donc quand vous avez une élite de mercenaires telle qu'on en a là, il n'y a pas d'avenir. Donc il faudrait que le peuple, l'opinion se mobilise pour qu'on change cette classe politique. Sans l'opinion, sans une force, sans la pression du peuple, il n'y aura rien. Hein, donc il ne faut pas seulement attendre tout du président Tshisekedi. Il ne faut pas tout attendre de lui et tout. Donc il faudrait que chacun de nous fasse son travail là où il est. Journalistes donner une bonne information, intellectuels montrer la voie à suivre à travers les analyses. Les commerçants, au lieu de voler l'argent, donc au lieu de refuser de payer les impôts, il faut payer les impôts. Et quand vous êtes avec les étrangers, il ne faut pas vous laisser corrompre pour signer des contrats léonins. Donc c'est un problème de conscience nationale. Donc notre destin, notre avenir est dans nos mains. Hein, on ne peut pas toutefois continuer à accuser les autres, accuser les étrangers, parce qu'aujourd'hui, les Américains, on les voit qu'ils ont la volonté pour venir nous aider à mettre de l'ordre. Est-ce que les Congolais, les élites congolaises, la classe politique que nous avons aujourd'hui, ces élites sont-elles conscientes que l'Amérique va nous aider? Donc, si les Américains se rendent compte que vous êtes devant un peuple idiot, une élite idiote, le résultat, on va nous abandonner. Donc il faudrait qu'on prenne tous conscience. Ce n'est pas un problème du président qui se dit seul. C'est notre problème à nous tous, parce qu'on ne peut pas accepter. Pendant cette période d'imitation, 30 ans de guerre, 20 millions de morts, 7 millions de déplacés internes, plus de 500 000 femmes violées. Vous venez à Kinshasa, les gens sont ailleurs. Ça, c'est que l'élite. Donc, le problème, c'est ce qu'ils attendent, c'est accéder au pouvoir pour manger. Donc, ce n'est pas une élite qui est à la hauteur des enjeux. C'est là où moi j'ai dit, il faut que l'opinion publique, les véritables intellectuels, se mobilisent à l'interne tout comme à l'extérieur. Parce qu'on ne comprend pas. Les autres diasporas africaines à l'étranger sont bien mieux organisées. Vous partirez en Amérique, vous verrez une diaspora rwandaise, camerounaise, ils sont organisés, ils défendent les intérêts de leur propre pays. Mais notre diaspora, on ne sait pas, ils défendent quoi? Incapables de se mettre ensemble. Donc, il faudrait qu'il y ait une prise de conscience au niveau national, mais au niveau aussi international, dans le sens que les Congolais qui sont à l'extérieur, ceux qui ont fait de bonnes études, doivent aider les Congolais à s'en sortir. Et tout commence par l'organisation. Les drames est que nous sommes tellement désorganisés. Il suffit de mettre une certaine organisation en place. Oui. Tout le monde devait se faire président. Même si on est incapable d'écrire une lettre. Hein, chacun crée un parti politique avec sa femme, hein, pour être président. Il y a un problème. Il faudrait ceux qui sont encore lucides, qui comprennent les enjeux.
trace la voie à suivre. La vie est faite ainsi. Lisez l'histoire de toutes les grandes civilisations. Je prends le cas qui est connu, c'est la Chine. Mais ils partent en Chine, ils sont très contents d'admirer les Chinois. Mais ils n'ont pas le temps de se poser des questions. Pourquoi et comment les Chinois sont arrivés là-bas? Il faut relire l'histoire de la Chine. La Chine était presque dans la même condition que nous. Une élite corrompue. L'Occident était à la tête, on les dominait. Qu'est-ce que Mao a fait? Ils sont organisés avec certains intellectuels, pour la plupart, donc certains qui étaient déjà formés en Europe, qui ont fait la France et la Russie, sont ces gens-là qui ont apporté un plus avec Mao pour qu'on fasse la révolution en Chine. Rien n'est fait au hasard. Il faut d'abord une organisation. Les drames chez les Congolais, les Congolaises, qu'ils soient docteurs, professeurs, ils n'ont pas la culture d'organisation. Nous devons le remettre en cause. Donc c'est une occasion aujourd'hui, avec ces mutations, si on est mieux organisé, je pense que le Congo va se libérer et toutes les richesses du Congo vont profiter à notre peuple qui souffre sérieusement. Il faut faire le tour du pays. Si on était des humains, des gens normaux, on ne peut pas accepter. La Turquie, qui vont se partager les espaces Moyen-Orient, donc ça sera des puissances régionales. Vous serez en Afrique aussi, vous aurez d'autres puissances régionales qui peuvent émerger. Vous avez peut-être l'Afrique du Sud, vous avez le Nigeria, vous avez l'Égypte, Maroc, tout comme l'Algérie, et vous avez le Congo en Afrique centrale, et puis l'Éthiopie. Donc, nous sommes déjà une puissance régionale parce qu'on a tous les éléments de puissance. Nous avons les richesses, nous avons la géographie au cœur de l'Afrique et nous avons au cœur de l'Afrique les richesses, mais ce qui nous manque maintenant, c'est la volonté de puissance des élites. Si nos élites ont des ambitions de grandeur, de la volonté de puissance, je pense que le Congo va jouer le rôle d'une puissance régionale en Afrique. Et surtout en Afrique centrale, parce qu'il n'y a aucun pays qui a les possibilités que le Congo a, qui a les richesses que le Congo a. Donc nous avons la chance. Mais comme l'élite n'est pas à la hauteur, c'est ça le plus grand problème du Congo, nos élites ne comprennent presque rien. Toutes ces élites se battent pour manger et puis avoir l'argent, c'est fini. Effectivement, normalement, ce ne sont pas des élites. La plupart sont des mercenaires. Donc il faudrait qu'on essaie un peu de changer cette élite pour permettre au Congo de reprendre sa place. Un leader en Afrique centrale et en Afrique australe. Et là, les Américains l'ont déjà écrit dans l'accord des partenariats stratégiques. Donc on a reconnu au Congo ce rôle-là de leader. Est-ce que les élites congolaises sont-elles conscientes? C'est ça la question, c'est le problème. C'est ça le problème principal. Monsieur Freddy Mumbala, il y a la guerre en Iran a finalement donné un nouveau rebondissement. Les États-Unis qui menaçaient de détruire tout le pays ont négocié un cessez-le-feu, ont conclu plutôt un cessez-le-feu avec l'Iran de 15 jours. Qu'est-ce que cela peut... Non, je pense que c'est la naissance d'un monde multipolaire. Comme je viens de le dire, naissance d'un monde multipolaire couplé à la guerre froide entre l'Amérique et la Chine. Donc il faut déjà se préparer. Les peuples qui ne vont pas s'adapter à ces nouvelles limitations vont payer. Parce que les droits internationaux n'existent plus. Tout est question des rapports de force. Ce sont des gens qui sont puissants qui vont se partager le monde. Les faibles vont subir. Donc il faut déjà être, nous Congolais, qu'on soit mentalement déjà, qu'on soit préparés. Si on ne se bat pas, on ne s'organise pas, nous allons subir. D'ailleurs, les autres pensent toujours à la balkanisation. Ils disent que le Congo est trop grand pour les Congolais. Il faut le couper en morceaux. Les Allemands sont d'accord avec ça. Tous les Européens sont d'accord. Les Américains aussi. Sauf Trump. Trump, avec certaines élites américaines, ne sont pas d'accord avec ça. Ils préfèrent que le Congo reprenne sa place. Mais quand vous venez au Congo,
Beaucoup de gens pensent que si on coupait les pays en morceaux, ils seront des chefs de l'État. Mais je pense que c'est un échec. Donc nous sommes dans un monde multipolaire. Mais le Congo, c'est en quelque sorte Donald Trump, l'Amérique de Donald Trump en quelque sorte est le parrain de... Il n'est pas le parrain parce que Donald Trump vient ici pour les intérêts américains. Il ne faut pas être naïf. Il vous dit c'est pour les minéraux. Il n'a pas dit qu'on va vous développer. Ce n'est pas question de vous dire non, aide au développement. Non. Donald Trump, donc les Américains ne vont pas s'occuper de l'agriculture. Ils vont s'occuper des mines. Ils sont très clairs, non? Tout est économique. Si vous voulez faire des réformes sur le plan culturel, c'est votre problème, ça ne concerne pas l'Amérique. Il faudrait qu'on comprenne. Les grands mecs et les élites que nous avons ne comprennent pas. Ne comprennent rien. C'est la grande difficulté. Sinon, on pouvait voir ça à travers des publications, à travers des médias, mais aussi à travers des grandes conférences. On ne voit rien. Donc, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Amérique vient au Congo pour ses propres intérêts. Mais oui, il ne faut pas être naïf. C'est pour les intérêts américains. C'est à nous maintenant de savoir où sont nos intérêts de défendre, c'est tout. Il n'y a pas d'état d'âme. Hein. Oui, mais monsieur Freddy Mulumba, vous dites aussi que Donald Trump, il vient au Congo pour empêcher le plan de balkanisation. Il n'est pas. Non. Il ne vient pas pour empêcher. Il y a ceci. Oui. Quand il y a compétition grande puissance, entre grandes puissances, on a besoin d'alliés. Et des alliés forts. Avec ici, on se met d'accord ensemble, on peut faire face à l'autre concurrent. Donc, l'Amérique a besoin d'un Congo stable, d'un Congo puissant, qui peut l'aider dans son combat contre la Chine. Ils n'ont pas d'intérêt à ce que le Congo soit balkanisé. Ça, c'est les globalistes avec Bill Clinton qui pensaient qu'il fallait couper le Congo en morceaux pour bien exploiter. Maintenant, la nouvelle, c'est quoi? C'est la donne chinoise qui est venue bouleverser tout. Donc, l'Amérique a intérêt à gagner si au Congo, il y a une stabilité. Il y a de l'ordre pour faire face à la Chine. L'Amérique n'a pas intérêt à ce que le Congo soit... quand tu dis Amérique, l'Amérique, l'État, quoi. L'État américain n'a pas intérêt à ce que le Congo soit balkanisé. On va qualifier ça comme là. Les Américains ont échoué en Iran? Non, ils n'ont pas échoué. Je pense que c'était beaucoup d'intellectuels, beaucoup de chercheurs, beaucoup de politologues, géopolitologues avaient déjà pensé que l'Amérique est en déclin, mais elle va rester une grande puissance comme les autres. Hein? Vous aurez peut-être la Chine, vous aurez l'Amérique, vous aurez aussi la Russie. Or, il y a depuis 1990, c'était l'Amérique qui trônait seule sur les toits. Il n'y avait pas encore de puissance qui avait émergé. C'est quand Poutine est arrivé au pouvoir, il a renforcé la puissance russe. Xi Jinping a fait la même chose. Maintenant, on a au moins 3 grandes puissances. L'Amérique n'est plus la seule grande puissance. Donc on a 3 grandes puissances. Elle est une puissance comme les autres maintenant. Mais en Iran, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous qualifiez ce qui s'est passé? C'est un échec comme des États-Unis? Ils ont échoué d'anéantir les régimes iraniens? Ou comment vous qualifiez ça? Non, c'était prévisible. Beaucoup de gens n'étaient pas d'accord d'aller faire la guerre à l'Iran parce qu'ils n'allaient pas gagner. Ils savaient. Mais il ne faut pas oublier ceci. Généralement, pour sortir d'une crise économique, il faut qu'il y ait une guerre mondiale, une grande guerre, ce qu'on peut appeler une guerre mondiale. La crise économique de 1929-1930, comment est-ce qu'on est sorti de là? C'est parce qu'on a fait la deuxième guerre mondiale. 40-45. 40-45, ça permet à ce que les économies occidentales soient relancées. C'est ça du capitalisme. C'est quand l'Occident était seul. On fait des guerres, on relance l'économie à travers les guerres. C'est du capitalisme. Maintenant, le problème est qu'ils ne sont plus seuls. Vous avez la Chine, vous avez l'Amérique, la Russie. En cas de guerre, l'Amérique ne va pas gagner. Donc, il est difficile maintenant de relancer l'économie par la guerre. L'Amérique ne peut pas battre la Russie en non, c'est impossible parce que ce sont des puissances nucléaires. Ils vont s'anéantir. Mais pourquoi dit-on que l'Amérique est la puissance militaire? Qu'est-ce qui fait la suprématie de l'Amérique par rapport aux autres nations, la Russie, la Chine notamment? Dit-on que l'Amérique est la puissance militaire mondiale, la première puissance militaire mondiale. La première puissance, vous avez la Chine, vous avez aussi l'Amérique. La Russie, ce sont des puissances nucléaires. L'Amérique a des armes nucléaires
La Chine en a, vous avez encore donc en grande quantité, hein, et la Russie. En dessous, vous avez la France, vous avez le Pakistan, vous avez l'Inde et d'autres puissances. Mais l'Amérique est au top en quelque sorte. Mais elle ne peut pas gagner parce qu'en cas d'affrontement, ils vont tous s'anéantir. Parce que si aujourd'hui on tire une arme nucléaire, une bombe nucléaire sur l'Amérique tire sur la Russie, ils vont tous s'anéantir. Ils n'ont pas intérêt à faire ça. Ils n'ont pas intérêt. C'est une arme pour dissuader, pas pour faire la guerre. Dans ce sens-là. Mais c'est quoi qu'est-ce qui fait la force qu'est-ce qui a fait la force de l'Iran? Comment l'Iran a pu résister à la première puissance économique, militaire? D'abord, c'est la qualité de l'élite politique. L'élite politique iranienne a une vision. Il ne faut pas oublier que l'Iran, c'est une grande civilisation, une très grande civilisation. Ils ont toute une culture, ils ont toute une fierté. En dehors de ça, l'Iran a beaucoup investi dans la science. Si vous partez en Iran, il y a trop d'ingénieurs, de scientifiques. Avec ça, avec une volonté de puissance de hommes politiques, je pense que l'Iran devrait faire face à n'importe quel pays. D'ailleurs, l'Iran a refusé d'être sous parapluie chinois, tout comme russe. Ils ont refusé parce qu'ils étaient capables de se défendre seuls. Ils ont commencé à tirer des missiles jusqu'à toucher l'Israël. Vous savez, ils ont compris l'essence de la géopolitique. L'Iran a tout un passé. Il était un empire, hein, il ne faut jamais l'empire perse. Il était un empire. L'empire s'est effondré. On a créé des États. On s'est effondré il y a plusieurs. Après, il y a eu les musulmans, donc les Arabes qui ont envahi l'Iran. C'est comme ça que l'Iran est devenu musulman. Auparavant, l'Iran n'était pas musulman. C'était pas l'islam qui était la religion là-bas. C'était notre religion. Donc l'Iran a tout un passé. Et ce passé, les élites iraniennes font toujours référence à ça. Ils ont quand même ça dans leur imaginaire. Donc, la science, la volonté de puissance des élites iraniennes ont fait ce que l'Iran, aujourd'hui, a tenu tête à l'Amérique. Est-ce que c'est possible pour que le Congo aussi un jour tienne tête à une puissance économique mondiale, puissance militaire? C'est possible que si par exemple aujourd'hui on s'imagine, nous sommes en conflit avec une superpuissance militaire, est-ce que le Congo peut s'imaginer? Mais c'est question de volonté politique. L'Iran n'avait pas tout ça. C'est quand les gens ont pris conscience, ils savent que nous sommes dans un monde très violent. Il faut être fort pour être respecté. Hein. C'est ça la réalité. Mais nous, on n'a pas ça en tête. Hein. Nous pensons que tout le monde nous aime. Donc, la difficulté, c'est l'élite. L'élite n'est pas à la hauteur. C'est la grande difficulté du Congo. Donc, cette élite de mercenaires ne comprend rien. Si c'était notre élite à nous, l'élite qui vient du peuple, mais nous serons une grande puissance, non? Une très grande puissance. On a tout. L'eau, nous avons la position, nous avons les forêts, nous avons les milieux stratégiques, nous avons tout. Qu'est-ce qui nous manque? L'homme congolais qui est médiocre. Voilà le problème. Des gens qui n'ont pas le sens de l'histoire, qui n'ont pas des ambitions de grandeur, qui n'ont pas la volonté de puissance. Des élites qui se cantonnent seulement pour manger et dormir. Voilà les grandes difficultés pour nous. Donc, je disais, nous entrons dans un monde multipolaire. Il faut que multipolaire, il faut coupler d'une guerre froide, d'une vraie guerre froide. Il faut déjà se préparer. La place du Congo dans ce monde multipolaire, quelle est la place du Congo? Nous sommes déjà, parce que nous détenons quelques éléments de puissance. Nous sommes les premiers producteurs de cobalt. Sans cobalt, il n'y a pas de révolution numérique, tout comme révolution, transition énergétique. Donc nous sommes au cœur des enjeux. Donc avec ça, on peut faire chanter et l'Amérique, chanter la Chine. On peut les faire chanter. Et nous tirons les dents de notre côté. Mais là, il faut des élites congolaises, pas de mercenaires qui vont travailler pour les autres. Il faut des élites qui vont négocier pour les intérêts du Congo. Il faut combien de temps pour qu'on arrive à cette... Non, il n'y a pas question de temps. C'est question, moi, je te prends l'exemple. Parce que l'Iran n'a pas développé sa capacité de résistance en 2 ans ou 5 ans. Mais c'est d'abord avoir des hommes. L'Iran a des hommes. Vous avez quoi ici?
Mais il y a des hommes aussi, M. Fodi Moulou. Ils sont où? Vous êtes là. Non, non, ça, ce sont des individus. Si on parle un peu de manière collective, les gens sont où? Nous sommes occupés par les Rwandais. 30 ans. Mais regarde les discours que les gens tiennent. Quelqu'un qui vous a tué, qui vous occupe, qui vous a pillé, nous, on va demander, nous, on va négocier. Mais il y a un problème, non? Des petites élites qui n'ont pas l'envie, qui n'ont pas les ambitions de grandeur. C'est ça le problème du Congo. Effectivement, du temps de Mobutu, ce n'était pas comme ça. Mobutu avait une vision de grandeur. Hein. C'était un grand. Mais aujourd'hui, nos élites se concentrent seulement du peu. Voilà le problème du Congo. C'est ça le problème du Congo. Mais il y a un homme, le président Félix Tshisekedi. Ouais. Est-ce que vous pensez que le président de sa politique tend à changer quand même la donne? Non, le président a une volonté. Il n'a pas des hommes. Il n'a pas des hommes. Il n'a pas d'homme. Il n'a pas d'homme. Il n'a pas d'homme. C'est le problème. Mais ce n'est pas question de voir seulement le président seul. On devrait voir ça, je dirais, un peu un leadership collectif. Vous avez les catholiques, donc les églises. Les catholiques, oui. Oui, oui. Normalement, quand vous regardez dans la plupart des révolutions, des changements de société, c'est à travers les organisations telles que les églises que les gens s'organisent pour sortir des élites. Nos églises sont devenues, je sais pas, nos prêtres, tout comme nos pasteurs, sont devenus de commerçants. Voilà le problème. Ils ne voient pas la dimension morale, éthique. Et c'est l'argent et le pouvoir politique. Voilà pourquoi nous tournons en rond. Si on avait des églises sérieuses avec des gens lucides, quand vous prenez notre histoire, du temps de la colonisation, on a eu les manifestes de la conscience africaine. Mais qui était à la base? Malou était qui? Malou était abbé. Aujourd'hui, l'église catholique s'est perdue parce que tous les évêques veulent l'argent, tous les évêques veulent faire la politique. Or, la politique, si vous y entrez, vous ne sortez pas propre. Hein. Donc, on a perdu cette base-là. Donc, les églises, tout comme aussi les universités. On n'a plus d'université, mais on voit le chef de l'État en train de moderniser maintenant. Non, maintenant, les présidents construisent des universités. C'est déjà positif. Mais les contenus, les programmes, qu'est-ce qu'on apprend dans ces universités-là? Il n'y a pas de programme. D'abord, il y a trop de tricheurs. Beaucoup de professeurs, non, il faut dire la vérité, on n'a pas à se cacher. Tous les politiciens sont devenus docteurs, des professeurs. On va aller où? Mais est-ce que c'est mal de devenir... Chacun s'arrange, demain matin, il se réveille le matin, il est docteur, professeur. Ça ne passe pas comme ça. Mais on a besoin de l'élite. Mais l'élite, il faut la former. La science, il faut l'acquérir. On n'achète pas la science. Et le résultat est là. Trop de docteurs, de professeurs, nous tournons en rond. Est-il normal que vous soyez occupé par Kagame, Museveni, une guerre de 30 ans. Vous avez plus de docteurs et de professeurs. Ça ne marche pas. Donc vous avez des diplômes pour rien. C'est la réalité. De toute façon, les diplômes, c'est bien, c'est un papier. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec tout ce que vous avez comme science? Mensonge, tricherie, flatterie. Si l'université avait produit des gens, comme pendant la période coloniale, donc, pendant la période de Mobutu, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, vous êtes encore jeune, il y avait Mabika Kalanda qui a publié un ouvrage, Remise en question, qui est d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Tu l'as lu? Tu connais? Mabika Kalanda. Oui, la remise en question. Mais il faut les lire. Vous ne lisez pas Mudimbe, Ngal. Yves Mudimbe. Vous ne les lisez pas. Vous lisez quoi? Vous formez comment? Qu'est-ce qu'on apprend à l'université? Il y a un problème. On apprend les Nietzsche. Nietzsche, c'est pour l'Occident, c'est pour l'Europe et pour l'Occident. Tu iras là-bas en Chine, là-bas, tu n'entendras pas qu'on apprend Nietzsche à l'université. Il y a des spécialistes, oui. Mais on ne va pas apprendre Nietzsche à l'université là-bas. Ils ont leurs philosophes et leurs penseurs. C'est ce que les enfants chinois apprennent. Point très. Ok. Il faudrait qu'on passe à autre chose. Alors, parlons maintenant de la MONUSCO. On a maintenant un nouveau patron qui a pris les commandes. L'Américain James Swan. Est-ce un nouveau? Une figure inconnue? James, c'est un ancien. C'est un ancien ambassadeur, on connaît. Il connaît très bien les Congolais. Ce n'est pas par hasard qu'il soit ici. Je pense que les Américains ont pris une décision d'aider les Congolais à s'en sortir. Il faut que les Congolais aident les Américains à nous en sortir.
Parce que quand on a voté la résolution 2808, donc 2808, c'était pour qu'on a donné, donc, on a confié à la MONUSCO un mandat spécial pour mettre de l'ordre à l'Est. Et ce n'est pas la première fois. On avait fait ça en 2012. On avait un mandat spécial. C'est ainsi qu'on avait chassé le M23 qui occupait déjà Goma. Ils ont été chassés en 2012. Grâce aux troupes de la MONUSCO et notre armée, les FARDC. C'était ce qu'on nous a chassés du Congo. Cette fois-ci, il y a encore une nouvelle résolution, 2808, pour qu'on les chasse du Congo. Mais ce qui est positif est qu'on a mis à la tête de la MONUSCO un Américain. Mais la MONUSCO de 2012, la résolution, c'était une résolution créant une brigade spéciale, une brigade d'intervention rapide de la MONUSCO. Oui, mais c'est la même chose. Mais là, il y a... Il n'y a rien. Non. On ne peut pas. Non, on va créer. Il y aura. On va les chasser. Oui, mais c'est pas dans la même réalité. Non. À l'époque, je pense peut-être d'autres méthodes. Mais on va mettre en place. Celui qui va mettre, donc, va mettre en place cette, comment dirais-je, comment on appelle ici, brigade. Oui, on va mettre ça en place pour qu'on puisse mettre en pratique la résolution, je pense 27, 73. Hein? Oui, 27, 73. Oui. Ok, ça dit quoi? Le Rwanda doit se retirer, les M23, tous doivent retirer. Et s'ils ne se retirent pas, voilà pourquoi on a fait intervenir la résolution 2808. C'est pour qu'ils quittent les pouvoirs. S'ils ne veulent pas, on va les chasser. Donc, James Swan vient quelque part accomplir cette mission. C'est la mission de l'ONU que les Américains vont réaliser encore. Donc, ils vont travailler pour faire partir les autres du Congo. Parce que quand on a voté cette résolution, il y a eu un grand débat. Un grand débat au Conseil de sécurité. Je vais vous lire ce que les ambassadeurs, donc l'ambassadeur chinois aux Nations Unies, ce qu'il a dit. Quand on a décidé qu'on nomme un Américain à la tête de la MONUSCO, qu'est-ce qu'il dit? Aucun pays ne devrait par intérêt égoïste personnaliser la MONUSCO selon son propre agenda politique. Ça, c'est les Chinois. Il continue. Le Conseil de sécurité doit maintenir l'indépendance, la neutralité et l'autorité de la MONUSCO et respecter les principes fondamentaux régissant les opérations de maintien de la paix. C'est ainsi que la MONUSCO gagnera la confiance et le soutien de tous les États membres. C'est les Chinois qui parlent aux Nations Unies. Mais écoutez un peu ce que les Russes disent, parce qu'il faut que je comprenne les véritables enjeux. Les Russes, pour les délégués russes, la situation actuelle sur le terrain laisse, hélas, penser que certaines parties au conflit croient à une solution militaire. Nous sommes convaincus qu'elle se trompe lourdement. C'est la Russie. Ça, c'est la Russie. Ça signifie que et la Russie et la Chine ne sont pas d'accord avec nous. Le seul qui est avec nous, c'est l'Amérique. Donc l'Amérique est avec nous, ce n'est pas pour rien. C'est parce que l'Amérique est en compétition avec la Chine. L'Amérique va ce qui est de l'ordre au Congo pour essayer un peu de contrôler la Chine. Parce que quand il y a la confusion, toute cette confusion, tous les chaos profitent aux Chinois. Ça, c'est la vision américaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un Congo stable, avec des lois, bien gérées, ainsi on peut contrôler la Chine. Mais ça traîne, M. Fodimumba. Qu'est-ce qui fait traîner le départ des Rwandais du Congo? Non, il y a quand même certaines histoires peut-être
nous, l'extérieur ne voit pas. Museveni, avec ses troupes, ils sont présents au Congo depuis la guerre de l'AFDEL. Kagame, même chose. Qu'est-ce qui se passe? Museveni exploite notre pétrole dans le lac Albert. Les Chinois ont construit un pipeline de l'Ouganda, donc du lac Albert, jusqu'en Tanzanie. Or, la grande partie du pétrole, c'est chez nous au Congo. Mais Museveni s'est accaparé de ça. Depuis l'AFDEL. Non, mais on a consommé. Je pense que ça va entrer en... donc, ils vont commencer à exporter le pétrole en 2026. Donc, ils ont construit ça, coûte à peu près 3 milliards de dollars. Sans même consulter le Congo pendant que le lac Albert... Pour eux, le Congo n'existe pas. Entre les deux pays, quoi. Non, le Congo n'existe pas. Maintenant, le problème, c'est quoi? Comme les Américains viennent, ils demandent la souveraineté du Congo et le respect de l'intégrité territoriale. Ça signifie que nous devons jeter un coup d'œil, un regard sur le pétrole. Mais finalement... Museveni n'est pas d'accord avec ça. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que cette histoire, donc ce qu'on a signé avec les Américains, aille à la fin. Mais que font les autorités congolaises pendant que les autres se battent pour nos propres richesses chez nous? Mais nous faisons quoi entre-temps? Vous avez une classe politique de mercenaires. L'exemple est là. Les Américains veulent nous aider à mettre l'ordre et ils vont aller en Amérique pour dire non, ne faites rien. Mais déjà, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, M. Freddy Mulumba, tout ce cas particulier que vous venez d'évoquer, du pétrole qui est exploité, qui bientôt sera exploité par l'Ouganda, sans même notre consentement, pendant que nous avons la grande partie du lac, qu'est-ce que Kinshasa, le gouvernement de Kinshasa, est en train de faire? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de cela? Mais ils sont au courant. Pourquoi ils ne font rien? Mais ils sont sous pression. De qui? Mais des Occidentaux. Voilà l'importance de l'opinion publique. Une telle information, il faut la mettre sur la place publique, demander des comptes. Qui partent négocier là-bas? Parce que supposer qu'il y a des milliers de nos responsables politiques ici qui vont toucher l'argent là-bas, chez Museveni. Et Museveni a une vision un peu impérialiste de couper l'Est du Congo pour contrôler ce pétrole. Voilà pourquoi on tourne en rond. Voilà pourquoi Museveni ne veut pas quitter le Congo. Tout ce qu'il fait comme du bruit là-bas, lac Albert, avec comment on appelle ça, Adef Nalou. Il n'y a pas d'Adef Nalou. Ce sont des Ougandais. C'est Museveni avec ses troupes qui crée cette confusion-là. M23 avec Kagame à côté. Pourquoi? Parce que Kagame contrôle les mines de Roubaix jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Tout l'argent d'exportation de nos mines de Roubaix, des minerais de coltan, qui touche? Ça dans quel compte? Jusqu'à aujourd'hui, c'est occupé. Qui en parle? Voilà pourquoi l'accord de partenariat stratégique avec l'Amérique pose problème. Parce qu'on va appliquer la loi. On va voir les frontières. Kagame dit qu'il a des minéraux, qu'il montre ses minéraux. Il n'a même pas de minéraux. Il voit les minéraux du Congo, il a des minéraux. En train de dire non, j'ai des terres là-bas. Donc quelque part, il y a des terres, des pans entiers du territoire qui nous échappent depuis très longtemps. Mais c'est occupé avec la complicité des globalistes, de Bill Clinton. Ça t'est occupé, non? Qui a fait la guerre de la FDL? C'est-à-dire que le Congo, en théorie, est déjà balkanisé. Non, le peuple congolais ne veut pas. Mais elle est déjà... non, ils font leurs calculs là-bas. On connaît, hein, ils ont fait leurs calculs. On va couper en 4 États. Mais l'histoire ne va plus se répéter. Et surtout que l'Occident est en déclin. C'est quand ils étaient forts, ils pouvaient décider. Maintenant, ils ne peuvent pas le faire, quelque chose. Ils sont en déclin. Et dernièrement, Monseigneur, qui est de Bounia. Donc, non, un ancien, donc un évêque de Bounia, là. C'est Urindi, je ne maîtrise pas très bien son nom. Il était parti en Allemagne. Là, dans un bureau, il voit qu'on lui montre la carte du Congo coupée en 4 États. En Allemagne. En Allemagne. On vous dit ça, est-ce qu'on passe ça aux Allemands? Donc vous travaillez avec le complice contre nous. Les Allemands, toute l'Europe est pour la balkanisation du Congo. Pourquoi? Mais ils veulent nous recoloniser. Parce que l'Europe n'a rien. L'Europe n'a pas de richesse. L'Europe vit grâce à l'Afrique.
Et l'erreur que les Européens ont commise, ils n'ont pas investi dans la science. Or, demain, pour avoir l'argent, pour être riche, il faut médier de la science. L'Europe n'a pas de science. N'a pas innové sur le plan technologique. L'Europe sans l'Afrique. Oui, mais c'est fini. Ils n'ont pas de minerais, ils n'ont rien. Voilà, les Européens voudront nous recoloniser. Quelquefois en compétition avec la Chine. Voilà le problème. Donc pour eux, qu'on coupe le Congo, allez, Kagame et Museveni prennent leur parti, puis se retrouvent. Qu'est-ce que vous suggérez? C'est vrai, les Américains viennent aussi pour leurs propres intérêts. Exact, oui. Ils peuvent également, peut-être, aussi comploter contre nous. Non, les Américains ici, ils viennent pour leurs intérêts. Contre la Chine, ils ne viennent pas pour vous. Contre la Chine. Vous ne comprenez pas ça. Mais donc si les Américains veulent un Congo stable, c'est parce qu'ils sont en face de la Chine. Alors, si balkaniser le Congo arrange les Américains, ils vont accepter la balkanisation. Non, ils ne peuvent pas accepter parce que si on crée un Congo, si on balkanise le Congo, c'est la Chine qui va profiter. Tu vois par exemple le pétrole qui est en Ouganda. La Chine, c'est la Chine qui a financé la construction du tuyau, pipeline. Oui, c'est la Chine qui a financé. Voilà pourquoi la Chine a difficile à prendre position. Donc, ce ne sera pas le moment de voir le départ de cette MONUSCO parce que on ne comprend pas très bien son rôle depuis qu'elle est là, depuis 98, 99. Vous êtes bien informé pour le savoir, très bien, M. Freddy Mumba. Le bilan reste tout de même pas tellement bon. À un moment donné, le gouvernement a commencé à demander leur départ, même les populations là-bas. Oui, mais c'est vrai. Pour qu'ils puissent partir. Non. Est-ce que nous avons toujours besoin de cette MONUSCO? Non, mais le problème est que la grande difficulté, c'est quoi? On n'a pas d'armée. C'est la grande difficulté. Je ne sais pas si on est conscient. Il n'y a pas d'armée. L'armée est où? On n'a pas d'armée. Elle est où? Tous les généraux, tous corrompus, non pas tous, au moins ceux qui sont en prison. Ils vendent les plans aux ennemis. C'est du jamais vu. Tant qu'on n'a pas compris qu'il faut nous organiser pour faire une grande guerre, ça ne sortira pas. C'est vrai, les Américains viennent, ils vont vous aider, mais ce ne sont pas les Américains qui vont se battre à votre place. Vous faites quoi? Vous êtes en débat en train de boire? C'est ça, il y a un problème de conscience. Les Américains sont venus, ok, ils vont voir que on va aider les Congolais à mettre en place une armée, oui. Mais si la guerre éclate, ce ne sont pas les Américains qui vont se battre, c'est nous-mêmes. Donc commençons à comprendre. Kagame et Museveni vont comprendre les jours où on va les chasser du Congo. Ça, ce n'est pas le problème des Américains. C'est notre problème à nous de décider un jour de nous libérer. Ce n'est pas non plus le problème du Rwanda. Les Rwandais sont occupés, c'est notre problème. C'est le Rwanda qui a les problèmes, là chez nous. Il faut les chasser. Tu peux comprendre que Kagame, aujourd'hui, rêve encore de dire non, je ne quitte pas. Il va comprendre les rapports de force. Mais il profite de notre faiblesse. Non, parce qu'il a des infiltrés ici, partout. Ils ont fait 30 ans d'infiltration. Maintenant, c'est comment monter une stratégie pour d'abord déboulonner tous ces infiltrés, attaquer Kagame. Il ne va pas partir de lui-même. Parce que Kagame n'est pas seul. Tous les bandits en Occident qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL, c'est eux qui ont pillé le Congo. Aujourd'hui, s'ils quittent le Congo, on dit venez acheter normalement. Ils vont vivre comment? Maintenant, si Trump partait du pouvoir et que les mêmes, ceux qui voulaient la balkanisation du Congo reviennent. Trump, même s'il partait, les documents signés par l'État américain. Ce n'est pas un individu. L'État américain a signé par rapport aux intérêts américains. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, quelle que soit l'administration, ce sont les intérêts américains qui sont d'abord en première ligne par rapport à la Chine. C'est tout. Déjà, c'est trop. Est-ce que vous pensez, est-ce que l'Amérique, la véritable Amérique, a intérêt à travailler avec Kagame pour piller? Un capitaliste ne peut pas voler. Mais l'Amérique a longtemps été un partenaire du Rwanda. Là, nous le savons, M. Freddy. Oui, tu as vu la fois dernière ici. L'Amérique était partenaire du Rwanda et de l'Ouganda parce qu'il y avait le paradigme de la lutte contre le terrorisme. Ce paradigme est déjà dépassé. Nous avons un nouveau paradigme. Compétition entre grandes puissances. On n'a pas besoin des petits pays. On a besoin des États stables. C'est quoi un petit pays? Le Rwanda est pauvre, non? Un petit pays pauvre, enclavé. C'est en termes de superficie. Petit, c'est parce que le Rwanda n'a pas les éléments de puissance.
ni t'étais les vols qu'il fait là, ni t'étais l'aide occidentale, le Rwanda n'existerait pas. Mais la Suisse, c'est aussi un petit pays, mais aujourd'hui, c'est quand même... Vous n'allez pas comparer la Suisse au Rwanda. Quand même, c'est un État... Dis-moi, au Rwanda là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des intellectuels au Rwanda. Hein? Tu vois, ils ont joué le jeu des négriers de temps moderne. Comme du temps de l'esclavage. Qu'est-ce que les puissances étrangères faisaient? Oui. On vient, on prend un petit, on donne des armes à l'attaquer. Les Rwandais jouent le même rôle aujourd'hui avec l'Ouganda. Mais maintenant, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin du Rwanda. On a dit, pour éviter que la Chine nous dépasse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre de l'ordre. Comme ça, on peut contrôler comment les minéraux congolais sont exportés. Et on va demander à chacun d'acheter les minéraux congolais. Mais pour le moment, on les vole. Ce sont des voleurs. Ils les prennent gratuitement et tuent les Congolais. Ouais, la complicité des Congolais. Ouais, mais quels Congolais d'abord? Des complices, il y en a beaucoup. Ils sont partout. Est-ce que vous pensez, tous les chefs coutumiers à l'est du Congo, les véritables, toute la population là, la population n'a pas accepté d'être exploitée par les Rwandais et les Ougandais? Voilà pourquoi il y a les Wazalendo qui ne veulent pas, qui se battent. L'exemple est là, les Wazalendo se battent pour leurs propres terres et pour qu'on ne puisse pas les ravir. Mais vous, à Kinshasa, vous prenez le temps à boire, à manger, vous signez Batalaté, comme ça vous cédez des terres. Et ce qui est bon maintenant, comme on vient de voter, je pense, une loi pour dire que terre, sol et sous-sol appartiennent à l'État, je pense que ça va permettre à ce qu'il y ait un peu de l'ordre. Parce que c'est un cafouillage total. En fait, tout était fait à ce que le Congo disparaisse. Dans la tête des Occidentaux, le Congo n'existe pas. Il faut que les Congolais comprennent. Personne ne va nous donner la liberté. La soudanisation dont a parlé Joseph Kabila, est-ce que c'est sorti de sa bouche de façon anodine, de façon comme ça? Ou bien... Je pense que ça, c'est un faux débat. C'est un faux débat, pourquoi? Je viens de te dire ici, on a besoin d'un État stable pour contrôler, pour éviter que les matières premières, les minéraux stratégiques partent en Chine. C'est tout. Les Congolais sont des porteurs de masques. Peau noire, masque blanc. C'est ce qui nous arrive. Vous avez des élites qui se disent des élites, mais ce ne sont pas nos élites à nous. Ce sont les élites qui travaillent pour les autres. C'est tout. Donc ce sont des faux débats. Pour le moment, je pense qu'on devrait beaucoup plus passer le temps à réfléchir après les Rwandais, après Kagame, après Museveni, on va faire quoi? C'est comme ça qu'une élite réfléchit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il faut travailler. Il faut travailler. Il y a beaucoup d'élites dans ces pays qui peuvent réfléchir et produire la pensée pour permettre à ce que les élites qui sont au pouvoir aient de bonnes orientations. L'histoire est faite ainsi. Quand vous prenez tous les grands pays, je te prends l'exemple de la Russie. La Russie, quand l'Union soviétique s'est effondrée, il y a eu le président Helsinki qui a pris la tête. Mais donc pour sauver la Russie et non l'Union soviétique. Mais selon beaucoup, certains spécialistes, ils disent que si la Russie a tenu, c'est grâce à la qualité de l'élite, des grands penseurs. Et cette élite, ces élites ont permis à ce que d'abord Helsinki tienne debout, et puis ensuite qu'aujourd'hui avec Poutine, il tient debout. Mais quand vous avez les élites médiocres, je dis médiocres, voleurs, pilleurs, jouisseurs, il ne faut pas attendre un miracle. C'est là où moi j'ai dit, nous devons avoir ce qu'on appelle la sanction sociale. Si moi j'apprends que toi tu es un voleur, je ne te salue pas. Tu pars, même ta femme peut te quitter. Tu pars au village là, on ne te reçoit pas. C'est ça ce qu'on appelle la sanction sociale. Avant de passer à la sanction pénale. Mais ici, on n'a ni sanction sociale, ni sanction pénale. On est dans un chaos terrible. On ne doit pas continuer comme ça. Nous vivons en dehors des normes. Mais le drame est qu'on s'accommode à ça, ce qui est frappant. Donc nous devons nous mettre en tête, cette guerre va terminer,
Kagame va partir, Museveni va partir. Qu'est-ce que nous, Congolais, on peut faire? Ça demande qu'il faut que les gens réfléchissent, pensent, fassent des recherches. Il faut que l'élite de qualité émerge, pas les médiocres. Parce que la manière dont nous travaillons là, il n'y a pas de miracle. Donc il faut à un moment donné dire arrêtons, nous faisons quoi. C'est comme ça que les élites, les gens lucides pensent. Mais à Kinshasa, tout le monde, on vit comme ça, sans souci. C'est comme s'il n'y a rien. Donc il faudrait qu'on soit conscient. C'est un bouleversement du monde. Vous savez, quand l'Occident a pris la tête, donc s'est construit en 1492, quand on nous a vaincus ici. Il y a Madame Kanza Liao qui a publié l'ouvrage. Il dit, mais les problèmes de l'Empire Congo, Royaume Congo, hein, de 1440, c'est parce que l'élite congolaise, hein, dans les temps, ne s'intéressait pas à ce qui se passe dans le monde. Parce que s'ils étaient au courant de ce qui se passe dans le monde, de ces mutations-là, n'allaient pas accepter que les catholiques, les capucins, amènent des Bibles pour les tromper et les mentir. Ouais. Donc il faut vite s'ouvrir sur le monde. Parce que je vois les débats que nous faisons, ce sont des débats entre nous. Tel a dit, tel a fait. Non, nous perdons le temps. Tout va se décider par rapport aux mutations mondiales. C'est que quand aujourd'hui la Chine et l'Amérique s'affrontent, ça va tomber sur nous. D'ailleurs, si cette guerre est en train de prendre fin, c'est parce que les Américains ont dit non. C'est pas nous. Si les Américains n'avaient pas dit non, Kagame serait ici éternellement. Donc il faut tenir compte de cette dimension-là. Ça signifie que nous devons être attentifs à ce qui se passe sur le plan international. C'est important. Mais malheureusement, nos élites sont ailleurs, sont à la mangeoire. Monsieur Fodi, on est à la fin, mais le message principal que l'opinion doit retenir de cette émission, principalement. Oui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Américains ont décidé, pour leurs propres intérêts. Nous avons à la tête de la MONUSCO un ambassadeur qui connaît très bien le Congolais. Il faudrait qu'on change. Parce que beaucoup de Congolais, beaucoup d'hommes politiques ici, ils pensent que c'est l'Amérique qui va leur donner le pouvoir. Ils vont aller là-bas pour poser des petits problèmes. Ah, il faut négocier, il faut un dialogue inclusif pour qu'ils se retrouvent, en fait, qu'ils soient nommés, ou bien qu'ils trouvent des postes de ministres. Il faut abandonner ça. Quand on va voir l'homme de la MONUSCO, ou bien les autres occidentaux, il faut leur dire, d'abord, on doit définir nos propres intérêts. Où sont les intérêts congolais? On n'en parle même pas. Les problèmes de pétrole, je devais te parler de pétrole ici en Ouganda, que Kagame Museveni prend seul, avec les Chinois, avec les Français. À Kinshasa, personne ne parle. Kagame pille avec les Américains, avec les Britanniques, les coltans. On ne parle pas. Mais nos élites vont aller voir les étrangers pour avoir des pouvoirs. Mais il y a un problème. On va nous respecter quand on va discuter avec ces gens-là, avec des dossiers sérieux. Donc, vous discutez avec les gens de la MONUSCO, vous parlez de nos minéraux, qu'on pille par Kagame avec les autres, vous parlez des Congolais qui sont tués, et vous demandez à ce qu'il y ait quand même un procès contre Kagame. Qu'allez demander là-bas pour que nous faut nous mettre ensemble pour qu'on se partage les pouvoirs. Ça signifie que on n'a pas une élite qui est à la hauteur des enjeux. Donc si cette élite ne change pas, je pense que l'histoire va se répéter comme lors de la conférence de l'accord de Sun City, où les Occidentaux ont tout fait. On a laissé les Congolais aller dans des bars là-bas, en train de boire. Ils ont fait 2 mois à Sun City là. Quand ils terminent, ça allait boire et manger. Et beaucoup se sont mariés là-bas. On les a enrôlés dans la farine. Donc il faudrait qu'on soit conscient. C'est aussi qu'il faut que d'autres personnes prennent le courage, prennent les risques de parler, en commençant par les médias. Mais les médias ne font rien. Hein? Donc il faut qu'on prenne conscience.
L'autre est là, qui est les représentants des Nations Unies, qui est là, James, qui est américain, il a une émission. Et pas un mandat. Il a une émission, c'est pour son pays. Et les Chinois sont inquiets, tout comme les Russes. Parce que les Chinois et les Russes profitaient de nos richesses. C'est la réalité. Maintenant, ils ont peur de l'ordre. L'Amérique, qu'est-ce qu'il va faire? On dit, OK, on met la loi. On doit faire des contrôles. Toutes les entreprises là, qui sont actionnaires. On fait l'audit. C'est facile. Mais comme ils sont habitués à faire à la mafia, ça pose problème. Voilà pourquoi on tourne en rond. Vous avez que Museveni dit non, moi je ne pars pas. Vous avez qui Kagame dit non, non, moi je reste là. Mais c'est quand on va les chasser comme en 2012 qu'il comprendra que son temps est arrivé à la fin. Mais tout dépend de nous-mêmes. Parce que les autres veulent faire quelque chose pour leurs propres intérêts. Mais nous pouvons aussi profiter pour que nos intérêts aussi soient sauvegardés. Mais ce n'est pas le cas. Donc prenons conscience pour éviter à ce que les pires nous arrivent, pour éviter à ce qu'on soit recolonisé par les autres. Merci beaucoup pour cette interpellation à toute la nation. Merci beaucoup, M. Fedi Mulumba, d'avoir été de nôtres. Merci aussi à toute la population qui nous suit au Congo, à Kinshasa, disons aux États-Unis, un peu partout, en Europe. Nous sommes là pour vous. On va se retrouver probablement la semaine prochaine, encore une fois, avec le même plaisir. Portez-vous bien et excellent week-end.